Liberté. 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 Château Vallon, liberté. Château Vallon. Château Vallon. Château Vallon. Château Vallon. Liberté. Château Vallon, liberté. Château Vallon, liberté. En aparté, le podcast. Bonjour à tous et à toutes, et puis bienvenue à nos intervenants. Un grand merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup Blandine Decaune de nous rejoindre. Merci beaucoup Martin Julier-Coste de nous rejoindre et Patrice Thibault également, que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu aux Libertés à maintes reprises. Alors, cette table ronde, elle est organisée dans le cadre du thème « Quoi l'éternité ?» Et sur cette journée un petit peu plus particulière, nous avons souhaité nous concentrer sur la question de l'éternité à l'échelle humaine et donc de s'interroger sur la mort et sur ce passage entre la vie et la mort et le lien entre les morts et les vivants. On se rend compte que c'est pas si facile. On s'est rendu compte notamment dans l'organisation de cette journée que ça créait des remous, des interrogations, en même temps une fascination et une certaine crainte aussi. Peut-être que vous pourrez partager ça avec nous tout à l'heure en nous expliquant votre venue, dans quel cadre elle s'est faite, avec une totale confiance ou une certaine appréhension. Et pourtant, c'est un universel indiscutable. La mort, quelque chose qui nous relie tous. Et derrière cette question universelle, on se rend compte que les sociétés humaines, dans le passé comme dans le présent, elles ont investi cette réalité avec des significations extrêmement variées. On en parlera sans doute avec Martin tout à l'heure. Et dans cette prodigieuse diversité, nulle part la mort ne s'oppose vraiment à la vie. Alors peut-être qu'elle s'opposerait à la naissance, mais certainement pas à la vie. Donc on s'interroge, est-ce que cette mort serait un terme ou un passage ? Que se passe-t-il après la vie ? Et si la mort n'était pas l'opposé de la vie et donc de la naissance, est-ce qu'on peut envisager aussi un dialogue possible entre les vivants et les morts ? Les intervenants que nous avons ici ont interrogé ces questions avec un travail qui peut être scientifique ou artistique ou par leur propre vécu. Et donc on va essayer de rentrer un peu plus en détail dans ces travaux, mais laissez-moi vous les présenter un petit peu plus avant. Martin Julier-Coste. Vous êtes docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg. Vos thèmes de recherche portent sur le traitement social de la mort et des morts. Et suite à votre thèse autour des rites funéraires chez les adolescents et les jeunes adultes face à la mort d'un ami ou d'une amie, vous avez mené des enquêtes qualitatives sur les soins palliatifs pédiatriques, les orphelins, les pompes funèbres, la mort à l'ère du numérique, notamment dans cette période que nous avons vécue de pandémie. Vous nous raconterez tout ça. Patrice Thibault, vous êtes un fidèle, je le disais, de Château Vallon Liberté depuis 10 ans. Vous avez présenté plusieurs spectacles. Vous êtes comédien, chorégraphe, metteur en scène. Vous occupez une place particulière dans le paysage artistique français, à la fois dans le monde du théâtre, du mime, de la danse, de la musique. Vous êtes un compagnon de route de la famille des Deschiens. Vous aimez nous faire rire de ce qui nous terrifie, sans inhibition. Et avec toute la distance qu'apporte l'humour et votre univers de burlesque, et surtout beaucoup de tendresse et de poésie. Et votre pièce, Welcome, que vous aviez présentée, alors on se remémorait la date juste avant le confinement en février 2020 aux Libertés, s'intéresse justement à ce que les hommes ont imaginé pour cet après inconnu. Et donc, à partir de la rêverie de vos interprètes et de vous-même, s'interroger sur ce moment de passage que vous cherchez à débusquer toutes les petites vanités que nous sommes, humains. Blandine Decaune, vous êtes l'autrice de L'Involontaire et de La Mère morte, tous deux parus chez Stock. Vous êtes la fille de Georges Decaune et Benoît de Groult. Vous avez longtemps été attachée de presse dans l'édition aussi. Et en 2020, vous publiez, je le disais, La Mère morte, qui est un livre bouleversant qui raconte le deuil de votre mère, Benoît de Groult, qui s'est éteinte en juin 2016. Qui était une écrivaine comblée, mais aussi une grand-mère, une mère comblée, et puis une femme qui a mené de grands combats et qui les a réussis. Mais ce livre raconte aussi le deuil de votre mère, mais aussi celui d'un double deuil, d'où le titre, La Mère morte, celui de votre fille,
qui est décédée donc 2 mois auparavant. Votre fille de 36 ans, maman d'une petite fille, d'une fille aussi, votre petite fille Zélie. Et puis de l'ordre du monde qui a été renversé. Et de cette douleur, vous avez décidé d'écrire ce livre. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, justement, nous parler de comment est venue, au moment de la douleur, justement, l'envie de parler de la mort? L'envie est venue d'abord de ma mère, qui est morte avec la maladie d'Alzheimer. Donc de voir cette femme très intelligente, très brillante, perdre petit à petit tout ce qui constituait son être, c'était assez terrible. Et je me suis dit, maman qui a écrit toute sa vie, ou à travers la fiction, ou à travers l'autobiographie, il y a le dernier chapitre qu'elle ne pourra pas écrire. Donc je vais l'écrire à sa place. Donc environ 2 ans avant sa mort, j'ai commencé à prendre des notes sur ce livre futur. J'avais trouvé le titre, La mère morte, parce que ma mère était là, l'enveloppe corporelle était là, mais il n'y avait plus personne dedans. Donc c'était mon titre. Et puis 2 mois avant la mort de ma mère en juin, ma fille est morte dans un accident de voiture. Et là, évidemment, le livre, dans ma tête, il n'était pas encore écrit, a changé. Je ne pouvais pas faire comme si ma fille n'était pas morte. D'abord, c'est, je pense, peut-être la pire chose au monde de perdre un enfant, parce que c'est absolument pas dans l'ordre des choses, qu'on n'est pas équipé psychiquement pour assumer ça, pour vivre ça. Ses parents, on sait que de toute éternité, on les enterrera un jour. Son enfant, non, c'est votre enfant qui doit vous enterrer un jour. Donc évidemment, ça a bouleversé ma vie, moi-même. Et ensuite, le livre que j'ai écrit après la mort de ma mère, que j'ai commencé à écrire 1 an après environ, ça, c'est devenu un autre livre. Et la mère morte a pris un double sens auquel je n'avais pas pensé. C'est-à-dire que moi, la mère en moi est morte, ma mère est morte et la mère en moi est morte. Voilà, donc c'est comme ça que, si vous voulez, je me suis mis à cette écriture. Et je voulais l'écrire à la fois au départ pour ma mère, comme on dresse des tombeaux. Moi, c'est un tombeau de mots, de papier, de ce que je sais un peu faire. Et pour ma fille, il y a un vieux proverbe égyptien, je crois, qui dit « on meurt 2 fois ». La première physiquement, et la seconde quand plus personne ne prononce votre nom. Donc moi, j'ai continué à prononcer à travers ces pages, et aujourd'hui, entre autres, le nom de ma mère et de ma fille. Donc il y avait l'idée de prolonger la vie par les mots, plus que l'idée d'écrire pour essayer de... Non, il y avait beaucoup de choses. Il y avait aussi, parce que moi, pendant cette période du deuil, vraiment le deuil le plus immédiat, qui a duré assez longtemps d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé de lire la poésie. Beaucoup de poètes, je pense à Lamartine, à Mallarmé, à Hugo bien sûr, et beaucoup d'autres ont perdu un enfant, ont écrit des très beaux vers là-dessus. Beaucoup d'écrivains ont écrit aussi, ou des témoignages, ou des livres. Donc moi, pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans peut-être, il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. Je n'avais plus envie de lire que ça, alors que je suis une grande lectrice d'un peu tout, mais il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. Je voulais voir, partager avec les autres, comprendre comment ils avaient fait pour ne pas mourir. Voilà. Et j'ai écrit, d'abord j'en avais un besoin absolu, pour ce que je vous ai dit, leur faire un tombeau à ma façon, et pour partager aussi avec les autres, parce que je crois que quand on a vécu l'expérience de la mort d'un enfant, qui est tout de même quelque chose de... D'ailleurs, il n'y a pas de mot, hein, il n'y a qu'en hébreu où il y a un mot qui désigne, quand vous perdez vos parents, vous êtes orphelin. Pour les parents qui perdent un enfant, il n'y a pas de mot pour décrire cet état-là, parce que je ne sais pas quel tabou ça briserait, enfin bon. Donc, je voulais aussi faire ça pour partager, et c'est vrai que j'ai reçu énormément de lettres à la sortie de ce livre, et que les rencontres, toutes celles que j'ai pu faire, les gens venaient me parler après à la signature et pleuraient parfois, et moi aussi d'ailleurs. Enfin, il y en avait la larme là qui coulait, parce que les gens qui vous comprennent vraiment, enfin les seuls avec lesquels, c'est ceux qui ont perdu un enfant. Bien sûr, tout le monde perd, et je ne cherche pas à faire une hiérarchie dans la perte et le deuil, mais perdre un enfant, c'est vraiment, le monde s'écroule, parce que c'est pas normal du tout. Voilà. Donc il y a quelque chose
qui vous ravage tout de même. Et voilà. Et ceux qui ont vécu ça, d'ailleurs, il y a beaucoup d'organisations de gens où les parents endeuillés se retrouvent, parlent ensemble, échangent, voilà. Enfin, il y a plein de raisons, comme vous pouvez le voir. Au départ, c'était sur ma mère, ce livre, pas sur ma fille. Blandine, vous nous parlez de l'indicible au sens propre, puisque le mot n'existe pas, vous parlez de l'hébreu. Est-ce que, Martin, on peut se dire, justement par rapport à la question du tabou, qui est quand même sans doute représentative de notre culture, mais qui est, j'imagine, différente dans d'autres cultures, comment se place cet indicible mot mort dans... Alors, bonsoir à tous et à toutes. Enfin, bonjour. On n'est pas encore tout à fait en soirée. Peut-être une petite réflexion par rapport à ce qui vient d'être échangé là. Effectivement, le fait de nommer le statut des endeuillés est un enjeu. Et typiquement, effectivement, il y a des collectifs, comme vous le dites, qui essayent de porter sur la question des parents qui ont vécu le décès d'un enfant, en les nommant paranges. En fait, en disant... Ça s'écrit comment? Parange, en fait, la contraction entre parents et ange. Voilà. Et que du coup, voilà, c'est pour votre information, mais qu'il y a des collectifs de parents, justement, qui essayent de porter ça aussi publiquement, de le rendre visible en disant il faut justement nommer aussi ce deuil-là précisément et le faire reconnaître, etc. Donc, ça me permet de dire la question du tabou. C'est pour moi assez dérangeant parce qu'en fait, toutes les sociétés ont des tabous. Et une société est fondée sur des tabous. Et donc, du coup, à partir du moment où on s'inscrit contre des tabous, c'est compliqué pour l'anthropologue aussi de dire c'est bien, c'est pas bien, ou le sociologue. Non, c'est... Mais pourquoi? Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Alors, pourquoi? C'était pourquoi, mais parce que du coup, justement, la mort est un indicible. En fait, dont on ne fait que contourner par l'art, par l'écriture, malgré son universalité. Et les gens à l'extérieur, d'autres pays que nous, d'autres cultures, ne font pas ni mieux ni moins bien que nous, en fait. Elles ne font que les contourner. Dans certains pays d'Afrique noire, vous ne nommez plus le mort, alors qu'ils font énormément de choses autour. D'accord ? Donc, du coup, la question de... Quels sont les objets, les prénoms, les lieux qui sont frappés du tabou? Ok, mais toutes les sociétés frappent des gens, des lieux, des objets de tabou en fait. Et que du coup, ça nous permet de circuler, effectivement de faire de la place, de mettre à distance certaines choses, certains objets, certaines personnes. Donc je ne suis pas en train de dire de valoriser ça, mais juste d'expliquer, en tout cas universellement, c'est à peu près comme ça que ça marche. C'est qu'on tourne autour de certains tabous qui vont bouger. Et typiquement, le côté normal de perdre un enfant, c'est très très violent pour nous culturellement, mais ça ne l'a pas été universellement parlant en fait. Et ça ne l'est pas. Il y a 100 ans, la mort des enfants chez nous, c'était la norme. En fait, il y avait toutes les personnes qui décédaient à l'enfance, en fait, dans les premiers jours, dans les premiers mois, dans les premières années. Donc, vous arriviez à 4-5 ans, vous étiez déjà un survivant, en fait. Donc, les parents étaient, entre guillemets, beaucoup plus habitués que nous à vivre la perte d'un enfant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas moins terrible qu'aujourd'hui, mais c'est que, du coup, la mort, chez nous, traditionnellement, il y a 100 ou 150 ans, était scandaleuse, c'était la mort des personnes âgées. Et qu'en un siècle et demi, on a un peu changé le curseur, en fait. Et qu'il y a toujours des populations qui sont moins considérées comme scandaleuses quand elles décèdent, et d'autres qui le sont jugées, en fait. Donc là, c'est une vision un peu historique et anthropologique, pas pour dire qu'il ne faut pas se scandaliser des choses qui ne vont pas, socialement parlant, mais de les expliquer et de les comprendre en disant, voilà, notre normalité est toujours auto-centrée, en fait. Et Patrice, on parle du tabou de la mort, de détournement. On peut dire que par cette pièce Welcome, vous avez fait le choix d'aller vers ce sujet de la mort, mais avec le détournement de l'humour. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Bonjour. En fait, pour rejoindre Blandine un petit peu sur ce qu'elle a vécu, ce pas mal de nous ont vécu. Moi, j'ai eu plusieurs morts dans ma famille qui m'ont beaucoup attristé et beaucoup choqué, notamment un cousin un filleul que je considérais vraiment comme un frère, qui est parti à 40 ans, comme ça, en 6 mois,
un cancer foudroyant, et qui fumait pas, il buvait pas, grand sportif, enfin, voilà. Donc j'ai vu toute la famille effondrée, moi aussi, et j'étais pas parti pour faire un spectacle comme ça sur ce sujet-là. Et là, je me suis dit, bon, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en parle, j'en parlais tout le temps, et je comprenais pas, et je n'acceptais pas surtout, et je n'acceptais pas sa mort, même à l'enterrement, tout ça. Je dis non, c'est pas possible, je n'y croyais pas, et même après l'enterrement, je me dis, c'est pas possible, c'est un cauchemar et tout ça. Et donc, bah, ça a été un peu vital pour moi d'en parler, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, l'imaginaire sur enfin, un sujet comme ça, artistiquement, c'est très libre, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, je me suis dit, je ne veux pas prendre de risque, on ne va pas me dire non, c'est pas comme ça que ça se passe après. Donc, je trouvais le sujet aussi assez libre d'interprétation, quoi. Et j'ai décidé de traiter plutôt le tunnel blanc, ce qu'on appelle le tunnel blanc, c'est-à-dire plusieurs personnes disent avoir vécu ça, des personnes qui sont revenues à la vie après, une espèce de lumière blanche comme ça, de tunnel où on se sent très en paix, tout ça. Et il m'avait semblé le vivre aussi. Je m'étais fait un jour vacciner et puis j'avais fait une anesthésie générale et le docteur m'avait dit surtout pas d'anesthésie. Après, puis j'avais complètement oublié, j'avais un rendez-vous et je suis tombé très malade et j'ai tremblé. On me mettait des tas de couvertures dessus, je n'arrivais pas à me réchauffer et tout d'un coup une libération totale. Un bien-être total, mais une chaleur et cette espèce de lumière blanche. Après, moi, je dis pas que c'est... Je sais pas si j'y crois ou pas. Et tout de suite après, plus rien. C'est-à-dire, je suis revenu, j'ai ouvert les yeux et j'étais super bien. Tout ça a été passé. Donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça. Mais peut-être pas. Peut-être que c'était juste que la maladie était passée. Enfin, que la maladie, c'était pas la maladie, mais voilà, quelque chose comme ça. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais traiter de ce sujet-là. Le spectacle, il commence, on prend quelqu'un dans la salle, qu'on invite à venir partager avec nous une petite danse sur le plateau. Et puis, sur le plateau, cette personne a une crise cardiaque et on le passe derrière le rideau est fermé. Et c'est le passage derrière. Et quand le rideau s'ouvre, on est de l'autre côté. Et je partais de cette idée d'un monsieur tout le monde qui était en pleine santé. Et pourquoi lui? Donc après, c'est l'acceptation de son sort par ce monsieur tout le monde. C'est-à-dire, mais pourquoi je suis là? Moi, tout allait bien, donc je ne veux pas mourir, je veux revenir là où j'étais. Et évidemment avec humour, puisque c'est un peu ma patte. Et puis, je ne voulais pas donner de leçons, de dire, voilà, il faut bien vivre ou mal vivre. Chacun a sa vie. Il y a des vies fabuleuses et d'autres peut-être un peu moins aventureuses, mais qui sont tout aussi intéressantes. Et c'est l'acceptation par ce personnage de passer après de l'autre côté. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai joué ce spectacle, un peu comme Blandine, il y a plusieurs personnes qui sont venues voir après, qui m'ont dit « Ah, mais ça m'a fait beaucoup de bien de rire de ça, j'ai perdu quelqu'un il y a 2 jours, il y a 1 semaine. Ah, ça me fait un bien fou. » Et d'autres personnes qui me disaient « Ah, mais si on doit mourir comme ça, je veux bien partir. » Donc, je me suis dit « Tiens, c'est quand même un spectacle qui peut faire du bien aussi par rapport à cette peur-là. » Et puis un médium que j'ai rencontré qui m'a dit « Mais vous avez tout compris, c'est exactement ça. » Je lui ai dit « Attendez, je me suis inspiré aussi de livres que j'ai lus sur ces expériences-là. » Non, mais vous êtes allé plus loin parce que il était médium. Et quand ma mère est décédée, je lui ai dit écoute, une fois que tu seras passé de l'autre côté, est-ce que tu peux communiquer avec moi pour me dire, à part ce tunnel blanc, mais qu'est-ce qu'il y a après ce tunnel blanc? Et après, elle a communiqué avec moi, elle m'a dit qu'il y avait des escaliers, qu'après c'était le noir. Et c'est ce que j'ai fait dans le spectacle, je ne le savais pas. Il m'a dit, mais c'est incroyable, comment vous saviez? J'ai dit, non, c'est un hasard. Et il m'a dit, alors pendant les répétitions, en plus, on a eu deux gros décès, pas des comédiens, mais moi j'ai perdu ma grand-mère qui était comme une mère pour moi. Et mon co-metteur en scène a perdu son frère. D'ailleurs, on s'est servi d'une phrase de son frère 2 jours avant sa mort qui disait « Mais de toute façon, je ne peux pas rester à l'hôpital, j'ai le contrôle technique de ma Prius à faire. » Et en fait, donc, c'est pareil, c'est des gens qui n'acceptent pas de partir, c'est pas possible. Et en fait, j'ai eu besoin de ça, j'ai eu besoin d'exprimer ça, j'ai eu besoin d'en rire. Ça m'a fait du bien. Donc alors je comprends toujours pas son départ. Mais ça aide. Alors après,
C'est sûr que ce que disait Martin est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un autre rapport, je trouve, à la mort maintenant. On est devenu un peu plus, j'allais dire, frileux ou un peu plus craintif par rapport à ça, mais il y a effectivement pas si longtemps que ça, 150 ans, 200 ans, on avait un autre rapport à la mort. Même les gens qui ont fait la guerre de 14, comment on peut des fois même aujourd'hui accepter comprendre que des gens acceptaient d'aller à l'abattoir. Alors ils étaient fusillés s'ils n'y allaient pas, mais je trouve qu'on est, on est plus peureux, quoi. On a plus peur de la mort qu'avant, quand même. Alors, par définition, les êtres humains, je crois qu'ils flippent quand même pas mal. Moi, j'ai pas peur de la mort, moi. Que toi, tu flippes pas très bien, mais collectivement parlant, oui, ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est d'être mortel, d'en avoir conscience et justement de lutter contre cette peur. Et qu'en fait, cette peur-là, la peur de la contagion, je te fais pas un dessin avec la pandémie, collectivement, on flippe quand même pas mal. Et que ça, il y a des vagues historiques en fait de contagion, d'épidémies, etc., où la mort est plus proche de nous, ou semble beaucoup plus proche que nous, collectivement parlant, mais aussi individuellement. Comme tu le dis, je fais un spectacle sur la mort et tout d'un coup, je me rends compte que ma grand-mère décède, le frère d'un ami décède, et que tout d'un coup, la mort nous entoure en fait, et que à nos échelles individuelles, biographiquement parlant, on peut identifier aussi des moments où en fait la mort est plus proche qu'à certains moments et en fait on peut la mettre à distance ou en tout cas on oublie un peu qu'elle est là et tout d'un coup elle nous revient de plein fouet et que ça historiquement parlant c'est aussi ce qu'on peut identifier et démographiquement parlant si on réfléchit juste sur la question démographique en fait oui le Moyen-Âge, le début du XXe siècle etc. En fait on a 2 guerres mondiales, on a beaucoup et des millions de morts en fait et la mort est physiquement et concrètement très présente autour de nous. Et avant les attentats en France et avant la pandémie, la mort quotidiennement, elle n'était pas autour de nous en fait. On ne risquait pas nos vies individuellement parlant en fait. On n'allait plus au service militaire, il n'y en a plus, il est professionnalisé. Il y a plein de choses qui font que effectivement, on était dans des générations où moi le premier, j'ai 42 ans, en fait. Voilà. Et depuis quelques décennies, beaucoup de gens ne pouvaient pas éventuellement, pas éventuellement, mais des grands psychologues disaient, mais oui, la moyenne en général, c'est pour voir un mort, c'est 40 ou 50 ans. Et vous avez aujourd'hui des gens qui ont 60 ans et qui vous disent, c'est la première fois que je vois un mort. C'est la norme. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas notre rapport à la mortalité, qu'on a la finitude, etc., etc. C'est juste qu'on a d'autres outils autour de nous pour le penser. Et que l'épidémie là nous renvoie aussi à ce qui arrive, à savoir qu'effectivement avec la pyramide des âges, etc., et des sociétés occidentales vieillissantes, effectivement oui, la mort est de plus en plus présente et sera de plus en plus présente dans nos vies parce que nous mourrons plus, statistiquement parlant en fait. Et que du coup, c'est aussi ça fait des mouvements historiques où en fait la mort est plus ou moins proche de nous, ou alors quand elle est un peu lointaine, rappelez-vous avec le sida. Pour ceux qui l'ont vécu, moi j'étais jeune, mais j'ai beaucoup lu là-dessus. Le sida, c'était vraiment une période où on sortait des 30 glorieuses, etc. On était vraiment surpuissant. Et tout d'un coup, il y a une maladie qui vient dire, en fait, vous êtes mortel, et qui vient justement pointer des peurs, des fantasmes, des choses très ancrées en nous, de perte totale de contrôle et de potentiellement cette maladie-là pourrait éradiquer l'humanité. Il y a des similitudes quand même assez importantes avec ce qui se passe aujourd'hui sur la pandémie, en fait. Où effectivement, il y a un malade et tout d'un coup, potentiellement, toute l'humanité pourrait décéder, en fait. Et que ça, historiquement, les historiens nous démontrent aussi beaucoup de mouvements assez similaires, en tout cas. Oui, mais est-ce que, par exemple, pour la grippe espagnole, est-ce que les gens avaient aussi peur que nous de la pandémie du Covid ? Là, je suis moins calé sur la. Mais je pense qu'au moment de la peste, ils avaient aussi peur. Les grandes pestes, c'était terrible. La question de la peur de la contagion, elle est ancrée en nous, en fait. Et du coup, grippe espagnole, peste, ou là aujourd'hui, à une moindre mesure, pensez à H1N1, c'était beaucoup moins présent dans nos vies par rapport à aujourd'hui avec le coronavirus, mais on avait aussi des comportements similaires il faut se laver les mains, celui qui a tchoum, on va choper la mort.
clairement, on va choper la mort. En Et plus, il faut que je m'en protège. Il y avait l'aspect sexuel avec le sida. Et avec C'est-à-dire, le si on sexuel- fait l'amour, on va peut-être mourir. Voilà. Et Donc là, il y avait une culpabilité. Voilà. Et qui vient choper les individus contemporains de l'époque sur la question de la sexualité, donc de la reproduction et donc du coup de la continuité de l'humanité. Et la question de la jeunesse aussi. Alors on en parlait avec, bon, là, même si le terme n'est pas approprié, mais de la hiérarchie du deuil. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout aussi, cette Blandine, vous en parliez sans en parler, mais sur cette question de l'acceptation quand il s'agit d'une personne jeune et d'un enfant. Je pense au vers de Malherbe, ta douleur du Périer ne sera pas éternelle. Rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin. La souffrance pour un enfant, tout de même à travers les textes, la littérature, la poésie, elle a été illustrée par les mots de tout temps. Donc, perdre un enfant, ça tout de même... Je sais que les enfants mouraient beaucoup. Philippe Ariès a écrit là-dessus, l'enfant et la mort. Bon, et c'est vrai qu'on perdait sur 12, on en perdait 7 souvent. Enfin, je ne sais pas quelle est la moyenne, vous devez le savoir, mais beaucoup. Ceux qui restaient vivants, c'était vraiment 3, 4. Mais, alors, on s'attachait moins, enfin bon... Mais ça reste tout de même quelque chose d'anormal, je crois, ça l'a toujours été, d'enterrer son enfant. L'ordre des choses, et on a ça dans notre inconscient, c'est qu'on va enterrer nos parents, ça ne veut pas dire que c'est drôle, mais on sait qu'un jour, ça nous arrivera, ce truc-là. Enterrer son enfant, moi, je ressens ça comme ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas envisager, qu'on ne peut pas mettre en mots normaux. Enfin, c'est pas normal, quoi. Et je ne sais plus ce que vous m'aviez demandé. Patrice, vous parliez de ce sas, de ce tunnel blanc. Est-ce que, Martin, on retrouve ce tunnel partout, dans toutes les cultures, ou c'est quelque chose d'européen, d'occidental, le tunnel blanc, cette expérience, on entend que cette expérience est répandue, mais... Elle est répandue, mais je ne saurais pas vous répondre. D'accord. Si ça a été de tout temps... Non, mais actuellement, on parle, quand on parle de tunnel blanc, on a une espèce de... Alors, je dirais, j'ai pas envie de dire certitude, mais est-ce qu'il y a eu des recherches scientifiques pour oui, Blandine? Oui, j'ai lu des choses, mais beaucoup moins que vous sûrement là-dessus. On lit beaucoup de témoignages, des livres et dans la presse, de gens qui ont vécu ça, ou des comas prolongés. Et moi, j'ai une amie qui était dans le coma, et son compagnon, elle est restée plusieurs jours dans le coma, était à côté d'elle, et n'arrêtait pas de lui dire « Mais non, t'as pas le droit, je veux pas que tu meurs, je veux pas que tu meurs, reviens, mais non, ne te laisse pas aller. » Enfin, il l'engueulait. Et quand elle s'est réveillée, elle lui a dit « Tu m'as tellement fait chier, je pouvais plus t'entendre. » Donc, voilà. Donc, elle l'avait entendu. On ne sait pas très bien, certaines personnes dans le coma entendent, d'autres pas. Mais bon, moi, je sais quand ma fille était en train de mourir inconsciente, je lui ai parlé. Est-ce qu'elle m'a entendu ou pas? En tout cas, il faut le faire, parce que d'abord, ça nous fait du bien à nous. Et puis, si elle entend, voilà, parce qu'on dit à la personne qu'on l'aime, évidemment. Donc, beaucoup de gens racontent ça. Tout de même, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes et de travail de médecins et de gens qui l'ont vécu. Alors après, parce qu'il y a aussi, j'ai vu des psychiatres, des neurologues qui expliquent ça par des neurones, comment ça s'appelle, des impulsions dans le cerveau qui feraient qu'une décharge électrique vous fait penser. Enfin voilà, je crois qu'on n'est pas encore sûr scientifiquement de rien. Est-ce que je me trompe? Alors du coup, je conseillerais en fait aux personnes qui sont très intéressées par ces questions d'expérience de mort imminente, comme on peut les appeler, ou de communication avec les défunts. J'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais sur la question des morts imminentes, en fait, vous avez une conférence que donne actuellement Christophe Fauré, qui est un psychiatre et psychothérapeute très connu sur les questions de deuil, qui est tout à fait disponible. Vous tapez Christophe Fauré et sur la question de la conscience, et il revient et il fait vraiment un état des lieux des justement recherches scientifiques qui prouvent en fait qu'il y a quelque chose derrière, en fait, et que du coup là c'est quand même Christophe Fauré, c'est Monsieur Deuil en psychiatrie et en psychologie en France, donc il affirme avec Stéphane Alix aussi que en fait la récurrence pour lui au niveau clinique en tant que psychiatre est trop importante depuis 30 ans pour qu'il n'y ait pas quelque chose, ou en tout cas que scientifiquement, il n'y ait pas des choses
à investiguer. Ils ne sont pas tous d'accord, les psychiatres et neurologues, là-dessus. C'est pour ça que du coup... Moi, je trouve qu'il faut être très humble devant ça. Personne ne sait rien, en fait. On cherche tous, on aimerait savoir. Moi, si on m'explique tout ça et qu'on me dit, ça se passe très bien. Mais voilà, on ne sait rien. En fait, c'était pour revenir sur la question du tunnel et des choses de cet ordre-là, où en fait, il y a en tout cas de plus en plus de témoignages qui sont récoltés en France, mais aussi dans la littérature plutôt anglo-saxonne, de personnes qui reviennent et qui décrivent des choses de « je t'ai entendu », l'exemple que vous citez là, où en fait, tu m'as fait tellement chier que je suis revenu, ou d'autres qui disent « en fait, j'ai senti que, en fait, on m'a dit que ce n'était pas mon moment ». Typiquement, il y a aussi des discours de cet ordre-là et de personnes qui reviennent, qui sont dans l'entre-deux. C'est rien, moi j'y crois pas trop. Mais qui, après, c'est toujours, effectivement, c'est le mystère absolu, en fait. C'est l'inexplicable, en fait. Et que du coup, il y a des récurrences dans les discours, le tunnel et autres. Et en même temps, en fait, jamais... Personne n'est vraiment complètement revenu en disant... C'est le problème. Voilà, je sais. Oui. Moi, j'aimerais que quelqu'un revienne à moi après. Là, ça serait intéressant. Alors, on appelle ça les revenants et autres... Mais bon, c'est nous qui les créons. Et alors, je pourrais rebondir, parce qu'on n'a pas parlé de religion encore, parce qu'on dit souvent que la religion aide aussi à accepter. Et je voulais juste prendre un exemple de ma grand-mère qui a perdu sa fille très jeune, qui était vraiment bigote, qui allait à l'église tous les jours, tout ça, à la messe, tout ça. Et elle a prié, elle a mis des milliers de cierges pour que sa fille ne parte pas d'un cancer. Et le jour où elle est morte, elle a fait la gueule au bon Dieu. Elle n'est plus jamais mis les pieds dans une église. C'était une Espagnole, donc pour vous dire, la grand-mère qu'elle était très religieuse. Je la comprends. Et elle a dit, je fais la gueule au bon Dieu. Tant pis pour lui, j'irai plus. Donc voilà, en fait, la religion n'aide pas forcément aussi à supporter. Le dernier livre de Delphine Orwiller, La Rabbine, Vivre avec nos morts, je crois que c'est le titre, elle parle de ça, puisqu'elle est en contact avec la mort, elle assure beaucoup de services religieux de deuil, et elle parle de ça et elle dit non, ça n'aide pas du tout d'être religieux, que ce soit la religion juive ou catholique. Enfin, elle dit moi, ça ne m'aide pas. L'angoisse de la mort, la peur de la mort est toujours là de la même façon. Et c'est pas parce que je côtoie la mort que ça m'immunise ou que ça me protège. Très souvent, quand même, cette vision de soi-disant les religions aideraient plus ou soutiendraient plus, c'est souvent des choses qui sont dites un peu pour railler les religions et les religieux ou les personnes qui croient. En disant ouais mais ça devrait être tellement plus simple en fait d'être croyant, alors qu'en fait la définition d'un croyant c'est aussi plutôt celui ou celle qui doute et qui du coup remet régulièrement ses croyances et son rapport à l'autre, à l'au-delà et ce qu'il fait ici en question en fait. Et que du coup c'est des visions aussi un peu schématiques de c'est quoi croire, qui est croyant et à quoi entre guillemets ça sert, et c'est de la religion n'est pas forcément à utiliser. Je pense qu'il y a des gens que ça aide de se dire je vais retrouver mes morts, sûrement, et tant mieux, parce que vraiment là aussi chacun fait comme il peut, comme il veut, comme il sent. Mais je pense qu'il y a des gens que ça aide, mais il ne faut pas croire que c'est la panacée. Voilà. Tout à fait. Et Blandine, vous nous racontiez justement que votre fille était médium. Il y avait cette... Oui, depuis l'âge de 11-12 ans, enfin, elle m'avait demandé d'acheter des tarots, une boule de cristal, et elle tirait tout ça à mes amis, des tarots, et elle en a fait son métier adulte, parce qu'elle était kinésiologue. Tous des trucs qui pour moi sont un peu suspects, mais bon, je respecte, surtout parce que c'était ma fille, et que j'avais la trouille. Les médiums, elle l'a mis sur sa carte de visite assez tard, parce qu'elle n'osait pas avant. Alors elle le faisait pour des amis, quand on la connaissait, mais vraiment recevoir des gens. Elle était en communication avec les morts. Quand ça marchait, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, elle demandait aux gens, voilà, je suis avec, elle décrivait la personne, et qu'elle voyait, elle m'a raconté, parce que je lui ai dit, mais comment c'est ? Alors, je raconte dans mon livre, un homme vient la voir et lui dit, je viens vous voir, moi je ne crois pas du tout à tout ça, hein, mais ma femme vous a vu, vous a trouvé formidable, absolument que je vienne, mais enfin, j'y crois pas. Et ma fille lui a dit, mais bon, très bien, c'est pas grave, de toute façon, ça marche ou ça marche pas. Puis bon, au bout d'un moment, elle lui dit, je vois un monsieur d'un certain âge, habillé, elle lui décrit, assis sur un petit muret en pierre, dans la nature, etc. Et là, le type lui dit, mais c'est mon grand-père. Il était toujours habillé avec sa chemise à carreaux rouge et vert. Enfin bon, des choses très précises. Et Violette, ma fille, lui dit, il me parle, est-ce que vous voulez entendre ce qu'il me dit pour vous ? Et il a dit oui. Et hop, et elle transmet.
Voilà, je vous le livre tel quel. Elle avait ça. Mais... Et cet intérêt de votre fille, cette sensibilité à ça, est-ce qu'elle vous a poussé à essayer de rentrer en communication avec votre mère ou votre fille? Non. Ou elles viennent me voir ou pas, que j'aille chercher. Non, mais voyez. Mais j'avais une amie de mes parents, la femme de Léo Ferré, qui était très, très proche de mes parents quand j'étais enfant. Madeleine, elle était très médium. Et elle nous a raconté une histoire qui, en plus, elle était une grande tragédienne. Donc, à la façon dont on racontait ça, ils sont en tournée, ils chantent je sais pas où en province, ils dorment dans un hôtel. Voilà, un peu en vieille pierre. Et dans la nuit, elle raconte ça, elle entend un frou-frou-frou dans la chambre qui approche d'elle, un fantôme tout en noir. 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 Pas Elle blanc. distingue une bonne sœur qui se baisse vers elle, qui est au lit terrorisée. Et elle voit qu'à l'intérieur, c'est creux, il n'y a rien, enfin, je ne sais même plus s'il y a des os, mais elle voit une cornette très spéciale. Bon, le lendemain, ils en parlent à l'hôtelier qui dit c'était un prieuré. Et puis ils vont voir le maire ou je ne sais qui. Et elle dessine la cornette. Et c'était un ordre qui avait disparu au moment de la Révolution française. Et que cette cornette qu'elle a décrit très précisément n'existait plus. Donc elle n'avait pas pu l'avoir dans son enfance, par exemple. Voilà. Alors j'ai eu des gens comme ça autour de moi qui me racontaient des choses comme ça. Ma fille en a fait partie. Ça m'intéresse énormément, mais je n'en tire aucune conclusion et je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas si j'y crois. Si j'y crois pas, j'écoute. Je me dis qu'il y a des trucs qui sont voilà et voilà. Mais moi, ça m'est arrivé sur Welcome aussi, justement, ce médium qui m'avait dit comment vous savez. Là. Et il m'avait dit, en tout cas, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et je ne savais pas que ma grand-mère était morte une semaine avant. Je dis ah bon, c'est un petit. Il dit oui, et il commence à décrire ma grand-mère. Donc, elle est blonde, elle a les cheveux frisés, elle a des lunettes, elle vous aime beaucoup. Et puis tout de suite, j'ai vu ma grand-mère et je lui ai dit après, il m'a dit c'est elle veille sur vous et sur votre spectacle. Puis après, en rentrant chez moi, je me suis dit mais attendez, si c'est. Alors, il aurait pu dire un homme, mais ma grand-mère, des lunettes, bon, âgée, à 96 ans, on a forcément des lunettes. Blonde, on est souvent teinte quand on est plus âgé, frisée. Alors, après, j'ai douté, mais j'ai bien voulu y croire sur le moment, quoi. Ça fait toujours quelque chose. Qui nous aide et qui nous fait du bien est bon à prendre. À son enterrement, j'étais en pleine. On venait juste de commencer le spectacle et j'ai mis pour l'entrée dans l'église une musique du spectacle. Donc, est-ce que c'est pour ça que finalement elle est toujours avec moi sur le spectacle maintenant et qu'elle veille? Je sais pas, mais bon. Mais donc peut-être que le tabou finalement, ce serait pas la mort, mais ce serait l'après. Après la vie, enfin, s'il y a une vie après la mort, ce serait peut-être ça finalement le tabou. Est-ce qu'on n'arrive pas Mais je crois pas que ça soit à aborder? Je ne crois pas que ce soit un tabou, c'est que simplement on ne sait pas et qu'on cherche désespérément à savoir et qu'on écoute tout ce que les uns et les autres nous disent et voilà, qui apporte. Mais on ne sait pas, mais c'est un tabou. Non, ce que je veux dire, c'est que là j'ai l'impression dans vos retours à tous les deux qu'il y a ce sentiment d'avoir une difficulté à se laisser bercer par les expériences vécues ou bercer ou en tout cas on aimerait à se tellement y aller croire, mais c'est trop beau. Il y a la tête et le. Oui. Bien sûr que si ça simplifierait nos vies d'avoir cette certitude-là. Alors après, par définition, c'est bordélique, le deuil. C'est justement très compliqué, on souffre, on a de la peine, donc le fait de ne pas être d'accord, de ne pas accepter si on formule en ces termes-là, et de lutter contre ça, on n'a pas envie que l'autre soit parti, en fait. C'est ça qui définit quand même Et dans le deuil, les psychologues, les anthropologues, les sociologues, les artistes décrivent des choses de l'ordre de comment est-ce que je parviens, même si c'est un événement subi, à transformer une relation que j'ai encore, en fait, malgré le fait que la personne ne soit plus présente, en fait. Et que c'est une absente qui, paradoxalement, est présente ou est trop présente, ou que j'aimerais moins présente, justement, dans ma vie, mais en fait qui revient, et je ne comprends toujours pas pourquoi. Et que du coup, dans l'expérience des endeuillés, vous avez tout le temps, finalement, des morts récalcitrants, des gens qui reviennent ou qui ne sont pas contents, qui viennent nous emmerder éventuellement et qui devraient partir et qui ne partent pas. Et que ça, c'est le lot commun, en fait, du coup, des personnes en deuil. C'est que c'est un événement subi et on se dépatouille comme on peut, en fait, avec nos ressources, qu'elles soient
artistique, scientifique, l'écriture, les proches, etc. Et que c'est fondamentalement un événement qui nous perturbe et qui est là pour ça, en fait. Et qui ne fait que se répéter sans cesse dans nos vies, en fait. Nous avons une personne dans le public qui s'appelle Thierry Coste, avec qui nous sommes rentrés en contact cette semaine et qui, justement, communique avec ses 2 fils disparus. Est-ce que vous voulez bien, Monsieur Coste, nous raconter votre histoire ? Bonjour à tous et merci aussi de m'avoir accueilli parmi vous. Donc en fait, nous on a perdu 2 enfants, donc Blandine, elle doit comprendre vraiment ce qu'on vit aussi quand on perd un enfant. Donc on a perdu notre premier enfant en 1996 d'un accident de voiture. Et le deuxième enfant, on l'a perdu en 2011 aussi avec un accident de circulation. Quand on a perdu notre deuxième enfant, en fait, déjà le premier enfant, ma femme voulait ouvrir une association pour aider les personnes, surtout les mamans qui avaient perdu un enfant. Et ça s'est jamais fait, en fait. Et on a perdu notre deuxième enfant en 2011 d'un accident aussi de circulation. Lui, il était routier, il a percuté un autre camion. Et là, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose pour essayer de rentrer en communication avec lui. C'est pas possible. S'il y a des gens qui arrivent, s'il y a des médiums qui arrivent, on avait contacté des médiums qui nous avaient transmis des messages, etc. Et j'ai dit, si les autres y arrivent, nous, on va y arriver. Et j'ai recherché sur Internet et je me suis intéressé avec ma femme, Sweetie, je me suis intéressé à la transcommunication instrumentale, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. C'est un moyen on va utiliser un support radio, si vous préférez. Un support radio. Donc nous, on n'a rien inventé. Ça existe depuis 50 ans et 60 ans. C'est-à-dire qu'on va utiliser une radio étrangère. Donc il faut savoir que les défunts, en fait, n'ont pas de corde vocale. Donc ils vont utiliser un support vibratoire. Donc on peut utiliser n'importe quoi, du papier qu'on froisse dans la main, une porte qui s'ouvre, qui grince, etc. Et en l'occurrence, nous on a utilisé la transcommunication, c'est-à-dire qu'on va utiliser une radio étrangère qui n'a pas de connotation de mots français à l'intérieur. Donc on va utiliser de l'hébreu, de l'allemand, du russe. Des fois on va utiliser une radio anglophone. Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on va poser, bien sûr, on fait une prière de protection, on se protège, on ne fait pas ça n'importe comment. On prépare notre séance et une fois qu'on est prêt, qu'on a fait la protection avec la sauge, etc., on va poser notre question et après on va lancer le support. On va lancer le support à peu près environ 1 minute parce qu'on s'est aperçu quand on reçoit les messages, on les reçoit au bout de 20 secondes. Donc, comment ça se passe ? Donc, moi, j'utilise alors, moi, je suis plus centré sur la technique, donc sur le logiciel. Ma femme, elle est plus centrée sur l'écoute, en fait. Elle a une très, très bonne oreille, donc elle a plus à déterminer les messages que moi. Comment ça se passe ? Alors, donc, j'ai un logiciel qui s'appelle WAVPad, que j'utilise, donc c'est carrément du numérique, hein. Et ce logiciel va nous permettre de pouvoir enregistrer le support en allemand, par exemple, ou anglophone. Et on va pouvoir passer la bande à l'endroit et bien sûr on va pouvoir passer la bande à l'envers. Donc comment ça se passe ? En fait, on va utiliser une radio étrangère qui passe que de l'information et non pas de la musique, parce que la musique ça ne nous intéresse pas. Et lorsqu'on va recevoir en fait le message, le speaker qui est en train de parler en allemand ou en anglais va se mettre à parler en français. C'est assez bluffant, mais c'est très impressionnant. Même nous on est très surpris des messages qu'on reçoit. Et ce qu'on fait avec le logiciel, quand on reçoit ce message en français, donc on l'extrait de la bande et après on va le transmettre aux personnes qui nous ont demandé de faire cette transcommunication. Donc au départ, on a fait ces expériences uniquement pour nous, hein, c'était simplement pour nous, pour essayer de rentrer en contact avec nos 2 enfants. Et après on l'a fait pour les voisins aux alentours, donc pour information, nous habitons à la Seine-sur-Mer. Et un jour, un ami à nous a dit « mais pourquoi vous ne créez pas un groupe Facebook ?» Et on a créé ce groupe Facebook. Et en fait, le groupe, il a explosé. On a eu de plus en plus de demandes. On a créé aussi un deuxième groupe qui s'appelle le Livre d'Or. C'est toutes les personnes qui témoignent en fait des contacts qu'on a eus avec eux. Et après, on a créé une chaîne YouTube. C'est-à-dire sur cette chaîne YouTube, vous y retrouvez en fait toutes les vidéos qu'on fait pour les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on reçoit les messages, on va créer des vidéos et on met les messages à l'intérieur, bien sûr, avec l'accord des personnes. Et ces messages, ça permet aux personnes d'aller sur cette chaîne et réécouter les messages qu'elle a reçus. Pour information, on fait ça tout gracieusement avec ma femme. Et en fait,
Nous sommes plus connus dans le nord de la France. On a commencé à se faire connaître. On a fait des expériences avec le Brésil. On est suivi aux États-Unis. On a été interviewé aussi par la chaîne aussi. On ne vous demande pas d'y croire, de Philippe Ferrer aussi, qui se trouve en Corse. Voilà, on a fait des expériences en Angleterre, en Grèce, etc. Et il faut savoir aussi que tous les messages qu'on reçoit en fait ne sont pas modifiés. En fait, on transmet les messages aux personnes tels qu'on les a reçus. Ce qui est irréfutable aussi dans nos messages, c'est-à-dire que sur un enregistrement sur 3, les personnes reconnaissent la voix du défunt ou va reconnaître les expressions du défunt. Donc ça, pour moi, c'est irréfutable. Récemment, on a fait une TCI. Vous pouvez même retrouver la TCI sur notre chaîne YouTube qui s'appelle « C'est moi ». On en a même fait la présentation, comment on reçoit nos messages. En fait, on a reçu un message d'un enfant. Le papa, il n'y croyait pas du tout. Et ce message, on l'a reçu sur une bande inversée. Et quand il a entendu ce message dire « c'est moi », le papa, il n'avait pas d'autre choix de reconnaître la voix de son fils. Au jour d'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de demandes. Actuellement, on a été obligé de mettre un questionnaire en ligne parce qu'on n'avait plus à gérer en fait, les demandes. Pour information, on a 63 demandes. On a fait une quarantaine de TCI récemment. Bon, c'est énorme. Mais ça, c'est sur notre temps aussi de repos. Donc, on travaille conjointement avec ma femme. Bon, généralement, moi, je reçois les messages et après, ce qu'on fait, on valide tous les deux les messages. C'est-à-dire que je fais écouter les messages à ma femme et si on entend le même message, à ce moment-là, on le valide. Si on n'entend pas la même chose, on ne le valide pas et on ne le présente pas à la personne. Donc, on travaille uniquement sur Facebook. Et les personnes nous envoient aussi leurs questions en audio. Via Messenger. Pourquoi en audio ? Au départ, en fait, on posait nous-mêmes les questions aux personnes et on s'apercevait qu'on avait moins de messages. Maintenant, ce qu'on fait, on demande aux personnes de nous enregistrer leurs questions en audio et on passe leurs propres questions et après, on lance le support derrière. Voilà. Martin, on vous voit beaucoup noter. Est-ce que vous voulez nous faire un petit retour sur ce que vous venez d'entendre ? Bah oui, parce que moi, ça m'aide à comprendre un peu et à garder des notes de ce qui s'échange. Donc merci déjà pour votre témoignage par rapport à ces situations-là. En fait, c'est beaucoup plus commun que ce qu'éventuellement on peut penser. Et que c'est pas un discours qui est rendu visible socialement ou médiatiquement. Et je pense que voilà, c'est pas simple non plus de prendre cette parole-là publiquement dans une table ronde comme ça. Apparemment, voilà, c'est une parole, enfin voilà, le fait de, je notais notamment que ça se soit rendu plus public avec Facebook, etc., et que ça se soit connu. En fait, voilà, les réseaux sociaux là font que effectivement, on peut aller un peu partout dans le monde faire ce type d'expérience-là ou rencontrer des gens qui en ont eu, qui nous apprennent aussi des choses autour de ça. Voilà, moi j'ai pu rencontrer ou travailler avec des gens qui aussi sont dans ces dynamiques-là, d'aller justement chercher des présences, de les identifier, d'être médium ou alors simplement d'être mobilisé dans une maison X ou Y qui serait hantée ou autre et de travailler autour de ça. Donc personnellement, je ne suis pas choqué de ça. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est les modalités de communication en fait. Et en fait, que les morts ont des modes d'existence, et c'est un peu aussi ce que je dirais un peu plus précisément tout à l'heure, qui correspondent aussi aux sociétés dans lesquelles nous sommes. D'où votre travail sur l'ère numérique notamment. Et typiquement, ce qui est frappant là, c'est que, et c'est normal, hein, on vit à une époque particulière, et voilà, on utilise aussi, et les morts utilisent, ou en tout cas les morts que nous instaurons comme étant des morts qui communiquent avec nous, utilisent des objets du quotidien en fait, ou en tout cas des objets technologiques qui existent et qui sont à notre portée. En tout cas, Martin, vous parliez de modestie. On dit que plus on a de connaissances, plus on a d'humilité face à ces connaissances. Alors là, on vient de discuter de la mort ensemble pendant quelques minutes. Peut-être que ces connaissances vont nous apprendre à être un peu plus humbles face à cette question. Merci beaucoup, vraiment, à vous, chers intervenants. Et puis merci à vous, public. À tout à l'heure. Château Vallon, liberté. Château Vallon, liberté. En aparté, le podcast.